Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Garage, le deuxième de cette 5e saison, que j'aurai le plaisir de vous présenter avec le sieur Driss Abdi. Salut Driss. Bonjour très cher. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va très bien aussi. Le Garage, c'est chaque mercredi à 21h pour la première diffusion, mais aussi 24h sur 24 sur le site watch.tv et via les podcasts sur iTunes, c'est gratuit. Vous nous suivez également sur les réseaux sociaux habituels avec le hashtag LeGarageTV. Pour ce deuxième numéro de la saison, je vous propose de prendre le volant de deux autos très différentes l'une de l'autre, puisque nous essaierons d'abord la McLaren 570S Spider, beaucoup de S, que nous avons emmené sur les magnifiques routes qui bordent Barcelone. Et puis nous irons un peu plus tard dans la région de Lisbonne au Portugal, donc, où nous avons essayé le tout nouveau SUV Jeep Compass, dont vous verrez qu'il n'a plus grand chose à voir avec le précédent. Alors pour parler de tout ça, il est craint par les grands patrons et les candidats en campagne, c'est monsieur Question qui fâche qui nous reçoit chez lui, plus connu sous le nom de Michel Holtz. Salut Michel. Salut les bricolos. Les bricolos. J'ai pas essayé toutes les voitures dont vous parlez cette semaine, mais j'ai forcément un avis. T'as forcément un avis sur ces deux marques que sont Jeep et McLaren, et c'est pour ça qu'on te demandera ton avis d'ailleurs. Et avec nous également, alors il fait désormais concurrence à Driss dans les salles de sport de la région parisienne. Je veux parler bien sûr de Nico Hédet. Salut Nico. Ouais, salut les copains, ça va? Ça va très bien. Ouais. T'as froid, dis donc. Ouais, bah tu sais, ça commence à cailler. Hein. Ça s'est un peu rafraîchi, ouais. Oh là là, c'est flippant, c'est l'hiver qui est là et ça c'est terrible. Va falloir qu'on parte. Il y a plein de beaux essais à venir après tous ces salons. Allez, voilà pour ce qui est donc du sommaire et des présentations. À tout de suite. Voilà, donc on l'a dit, elle fait trembler les Ferrari, Lamborghini et autres marques de supercars bien installées. McLaren, donc l'anglaise de Woking, qui surfe sur le succès avec notamment ses modèles Sport Series. Nous avions déjà essayé les 570S, 570 GT et 540C. Voici à présent la déclinaison Roadster de la 570S, appelée tout simplement Spider. Un essai conduit en Catalogne au milieu de l'été. Dis-moi Alexandre, on l'a déjà essayé cette voiture dans le garage? Alors il lui ressemblait beaucoup à cette McLaren 570S, mais ce qu'on essaie aujourd'hui c'est pas la McLaren 570S, c'est dur à dire tous ces S, et il y en a encore parce que c'est la S Spider, la version découvrable de cette 570S. Driss, écoute, comment dire, il y a beaucoup de mots pour décrire cette voiture. Oui. C'est déjà beaucoup de plaisir, mais on va commencer un petit peu par faire le tour de la voiture, parce que il y a quelques petits détails qui changent, en dehors du fait qu'on a retiré le toit sans trop dénaturer la ligne d'ailleurs. Les designers ont fait vraiment un très beau travail de ce côté-là. Mais toi, tu as remarqué quelques petits détails différents. Alors effectivement, c'est vraiment un petit détail, hein, mais c'est pas par rapport à la 570S, c'est plutôt par rapport aux précédentes, aux premières McLaren, type la 12C qu'on avait testé il y a très longtemps. C'est les rétros. Je trouve que les rétros, si tu veux, cette voiture, elle est tellement orientée sur l'aérodynamisme que là, tu as des rétros finalement qui rentrent dans le rang, alors qu'auparavant c'était des rétros qui étaient posés sur le montant, qui étaient très aérodynamiques. Donc voilà, bon, c'est vraiment un détail, parce que pour le reste cette voiture est superbe, notamment l'arrière, hein. Moi je trouve que le dessin de l'arrière est magnifique. Ce qui est vraiment sympa, c'est que les ingénieurs nous l'ont expliqué, c'est que cette voiture, ils n'ont pas eu besoin de faire tant de modifications que ça pour l'adapter à l'absence de toit qui normalement nuit à la rigidité. Driss, tu nous expliques? Voilà, paradoxalement, les cabriolets sont généralement plus lourds que les versions standards, parce qu'il faut rigidifier la voiture, hein, pour éviter, comme il manque notamment un montant supérieur, donc en rigidifiant la voiture au niveau des bas de caisse,
ça rajoute du poids. Là, la particularité de toutes les McLaren, c'est qu'elles sont construites, l'habitacle est construit, c'est une cellule, c'est une monocoque, comme les Formule 1. Une cellule en carbone. Et donc voilà, tu as cette monocoque en carbone, ce qui fait que finalement, même en version cabriolet, elle pèse pas plus lourd que la version standard. Alors, si, elle pèse un peu plus lourd parce qu'on a quand même il y a les le toit du toit, les vérins, etc. Mais pour le coup, c'est alors que d'habitude, ce serait peut-être je crois que on compte environ une centaine de kilos minimum. Là, de mémoire, c'est quelque chose comme 46 kilos, je crois. C'est rien. Non, c'est rien. Et puis alors, bon, évidemment, le toit en moins, on perd un petit peu en performance, mais franchement, c'est peanuts. Ça va se jouer à quelques dixièmes de seconde sur le 0 à 100 et quelques kilomètres/heure en performance maxi. En revanche, donc on l'a dit, on garde cette précision, cet affûtage de châssis de McLaren. On a une direction qui est ultra précise. En fait, il n'y a pas de compromis sur la sportivité. C'est une direction hydraulique. Bon, c'est une propulsion. En général, beaucoup de ces supercars commencent déjà à être des transmissions intégrales. Là, on est toujours sur une propulsion. Driss au volant, ça reste une McLaren. Écoute, c'est d'une efficacité absolument monstrueuse. Tout à l'heure, on a eu des routes très sinueuses. On a pu s'amuser. Bon, le moteur, on va pas en parler. Hein, il a suffisamment de watts. Le 570 châssis, chevaux, biturbo, V8, voilà. Alors le turbo, c'est marrant parce que quand tu fermes la capote, tu entends l'aspiration. Ouais. Et puis la voiture est littéralement collée à la route. C'est d'une précision chirurgicale. Voilà. Quand tu prends les virages, je veux dire, pour la mettre en défaut, on n'a pas réussi. Hein. Ouais, alors, j'ai juste un petit détail parce que tu parles d'entendre l'aspiration du turbo. Il y a une petite chose qui existait déjà sur les séries 6 cabriolet il y a quelques années déjà, une dizaine d'années. C'est cette petite vitre arrière. Et on peut la baisser, même capoter, ce qui fait qu'on peut, bon, évidemment, ventiler l'intérieur de la voiture de façon très efficace, mais surtout si on aime entendre le bruit de son V8 sous charge, en profiter vraiment, quoi. On a les oreilles sur le moteur. Ouais, et puis ce moteur chante, c'est vraiment très valorisant. Mais en même temps, il y a un point qui est intéressant avec ce moteur-là, c'est qu'il te saoule pas non plus à longueur de journée, hein, parce que si tu roules comme on est en train de rouler là tranquillement, finalement il est plutôt silencieux et tu es au calme dans cette voiture. Alors dès que tu passes dans un tunnel et que tu appuies sur la pédale, là c'est le nirvana. Et alors, je rebondis sur ce que tu dis parce que cette voiture peut être silencieuse comme très bruyante, mais c'est également une voiture qui peut se conduire par n'importe qui, j'ai envie de dire, aussi bien en ville. Alors je ne vais pas dire que sur circuit, parce que pour conduire sur circuit et mettre la voiture, je veux dire, à ses limites, il faut avoir des capacités, mais c'est une voiture qui se conduit en ville sur un filet de gaz tranquillement. En fait, c'est super doux jusqu'à ce que on mette vraiment le pied dedans. Et c'est exactement pareil pour le frein, c'est à dire que les freins, si on freine doucement, on n'est pas propulsé sur le tableau de bord. Il faut vraiment appuyer et, on va dire, insister pour aller chercher le point où là les étriers vont vraiment mordre fort et on va sentir cette décélération brutale. Donc voilà, c'est une voiture qui est faite pour tous les usages finalement. La GT, elle a sa particularité, on l'a déjà vu dans le garage, c'est qu'elle a deux coffres, un derrière, un devant. Et bien celle-là, elle est un petit peu à mi-chemin entre la GT et la S, cette S Spider, parce qu'elle a aussi un tout petit coffre derrière, d'une 50aine de litres. Ça a l'air de rien, mais une 50aine de litres, ça permet de mettre quelques bricoles, des sacs, des objets un petit peu qui encombreraient l'habitacle. Mais uniquement lorsque le toit est fermé. Voilà, uniquement lorsque le toit est fermé. Donc potentiellement quand on fait un long trajet et qu'on n'a pas envie d'être saoulé pendant des heures sur l'autoroute, on roule toit fermé et on peut avoir quelques objets en plus dans son coffre que si on roulait en version décapotée. Parce que c'est vrai que le coffre à l'avant, c'est pas non plus la panacée, hein. Tu mets deux sacs cabine et point barre, hein. Donc c'est vrai qu'avoir ces 52 litres à l'arrière, ça reste pratique. Bah, c'est une voiture de jeune couple ou d'égoïste, hein. Voilà, les enfants prendront le train. Tiens, moi je lui ai trouvé un défaut à cette voiture et je crois que toi aussi. C'est toujours ce GPS central vertical, non pas qu'il soit mal positionné, mais dès que tu portes des lunettes de soleil, par exemple polarisées, tu ne vois plus rien. Ça c'est horrible, parce que voilà, qu'on soit d'ailleurs passager ou conducteur, sans les lunettes il est clair, même en plein soleil comme là, il est très lisible, mais dès qu'on met donc des lunettes à verre polarisant, on ne le voit plus. On ne le voit plus, alors c'est un problème parce que on n'a pas forcément envie d'avoir la voie du GPS. Il y a quand même un petit rappel de la navigation dans l'instrumentation numérique, mais il est basique. Voilà, il va dire à tant de mètres, ce sera à droite, à gauche.
s'il y a on va dire une configuration de route avec une bretelle et plusieurs échappatoires possibles, ça devient un peu compliqué. Donc voilà, c'est un peu dommage. Bon, c'est un détail, mais voilà. Mais sinon, il pourrait, en fait, la solution, ce serait de l'orienter vers le pilote. Il y a un énorme défaut qui fera que jamais j'achèterai cette voiture. Il n'y a pas CarPlay. Il n'y a pas CarPlay. Je pensais que tu allais parler du prix, moi. Non, mais oui, mais le prix, on s'en fiche. Ça coûte 190 000 €, c'est rien. Mais il n'y a pas CarPlay à ce prix-là. Ouais, c'est scandaleux, écoute. Ouais. Non, faites quelque chose, mettez CarPlay. Ferrari, mais CarPlay. Bon, après, tu as un super système son Bowers & Wilkins. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Bon, du coup, j'achète quand même, alors. Allez. Le plus gros défaut de cette voiture, c'est qu'on a dû la rendre. Ouais, et 190 000 €, c'était hors taxe. Hein. C'est 200. Nico, c'est combien déjà? 210, 220, je sais plus. 23. Le fait de passer en Spider par rapport à la version coupée. Ouais. C'est 23 000. 23 000, c'est ça. 23. Ouais. 23 000 en plus, hein, c'est pas le prix de la voiture. Ah ouais, non, mais c'est ce que j'expliquais. Après, je trouve que moi, je serais McLaren, j'arrêterais tout simplement de fabriquer le coupé parce que ce coupé cabriolet, ce Spider, fait vraiment le travail du coupé et en plus ajoute ce petit coffre. Donc, finalement, on perd pas en rigidité, on a une voiture aussi efficace, qui est aussi légère, à 46 kg près. En performance, je crois que sur le 0 à 200, c'est 1/10 d'écart. Ouais, c'est que dalle. Ouais. S'en fiche, je veux dire, on va prendre pas de 200. De toute façon, sur la VMAX, comme on peut jamais l'atteindre, c'est pas les 5 km/h en moins qui sont significatifs. Ouais. Elle est donnée à 315 km/h en roadster, mais c'est phénoménal. Moi, je n'ai jamais essayé en roadster. Enfin, choper un moustique à 315, quand même, c'est balèze, quoi. Mais, non, mais après, voilà. Pas de pitié. Moi, j'ai adoré cette voiture. Ouais, et puis ça décoiffe. La preuve, j'en ai plus. Hein. T'as roulé longtemps, McLaren. J'ai trop de roadster dans ma vie. Voilà. Confraternellement, je vous invite à regarder le sujet qu'a tourné Nico Edet sur cette McLaren, sur le replay de la petite chaîne C8. Voilà. Ouais, c'est une petite chaîne qui débute. Direct Auto, j'ai fait un sujet qui est passé le week-end dernier, effectivement. Qui est très sympa aussi. Vraiment, et c'est marrant parce que tu as eu le même problème que moi avec tous les S dans le nom de la voiture. Hein. C'était pas concerté. Sur les routes, elle adore les virages en S, donc ça lui va bien finalement. C'est plutôt pas mal. Michel, si tu es toujours là, je disais dans le lancement que McLaren fait un peu trembler les Ferrari, les Lamborghini et même peut-être Audi et son R8. C'est qu'elle commence à se faire une petite place, cette marque anglaise là. C'est une petite chaîne qui monte comme Watch et surtout le boulot fait en communication chez McLaren est assez étonnant par rapport aux autres marques. C'est un challenger, c'est un outsider et donc il communique, et c'est une marque qui communique énormément. Et contrairement à Ferrari qui a tendance à snobber absolument tout le monde, qui communique très très peu en se disant mes clients sont acquis, ceux de McLaren ne le sont pas, mais ils sont en train de grignoter là-dessus. Mais il y a autre chose quand même que je voulais préciser concernant le sujet, c'est que nonobstant que tous les cabriolets sont à brûler, qu'ils coûtent 30 000 ou 200 000 €, ça n'a aucune raison d'être un cabriolet. Pour les gens qui veulent rouler les choses au vent, qu'ils fassent de la moto. Mais cela étant, tu parlais dans le sujet des clients de McLaren qui seraient des jeunes couples. Or, les jeunes couples, on sait très bien qu'ils ne roulent pas en McLaren, ou très rarement. Les gens qui achètent ça, c'est plutôt des quinquas qui achètent ça en deuxième, troisième, voire quatrième voiture, et qui se font plaisir. Et donc l'intérêt aussi de rendre une voiture facile à conduire, un petit peu confortable quand même, et plutôt polyvalente, que McLaren arrive à faire très bien. Et en plus avec une ligne qui ne soit pas une ligne de footballeur comme savent le faire Lamborghini et parfois Ferrari. Donc une ligne quand même sobre et plutôt bien réussie. On n'est pas chez Aston Martin, mais il y a quelque chose comme ça d'anglais chez McLaren dans la sobriété qui est quand même intéressant. Ouais. En tout cas, la réception de la voiture sur les routes espagnoles, c'était juste hallucinant. Que ce soit les gens sur le bord de la route, les autres voitures, les motos, tout le monde était... Mais partout, partout où on va avec une McLaren aujourd'hui, quand on est en Ferrari, on se fait jeter des cailloux, c'est presque ça, sur malheureusement beaucoup de voitures, parce qu'on n'aime plus les voitures, notamment en France. Quand on est en McLaren, je peux vous dire on change de monde. Les gens sont étonnés, sont très respectueux. Ouais, tu deviens beau, non mais... Franchement, c'est sérieux ce que je dis. Je suis très étonné par la perception de la marque McLaren par rapport à d'autres marques.
tout aussi performantes, voire plus performantes, mais là, pour le coup, c'est plus sympa de rouler en McLaren, rien que pour ça, parce que voilà. Alors, je rebondis juste sur les rétros, Driss, sur ta réflexion sur les rétros. Je t'invite à regarder les rétroviseurs de la 720S, qui est la gamme supérieure, parce que tu compares à la MP412C, mais qui était déjà la gamme supérieure à l'époque. Et c'est vrai que c'est pas les mêmes rétros, on a quelque chose de plus cher, quand même. Et les rétros, je peux te dire que là, c'est de l'orfèvrerie. Je pense qu'à remplacer quand ça casse avec un scooter ou quelque chose, ça doit faire très mal. Mais ils sont très très différents et on est quand même sur un produit entre guillemets d'entrée de gamme, entre guillemets, chez McLaren. C'est la gamme Sport Series et on est sur des produits qui sont moins chers et qui du coup ont des rétroviseurs peut-être un peu moins travaillés. Ouais, c'est ça, hein, mais c'est partout pareil. Hein, finalement. Il faut bien lui trouver des défauts à cette voiture quand même. Mais oui, c'est clair, évidemment. En pinaille. Hein. Ouais, c'est grave. et CarPlay, on s'en fiche. Hein, on s'en fiche quand même, on n'écoute pas la radio de toute façon. Ouais, on s'en fiche. Mais par contre, alors, la caméra de recul intégrée dans maintenant le bloc de compteur de vitesse, ça c'est bien parce qu'avant c'était intégré dans l'écran central. C'est une atrocité. Elle était. Alors moi je vais t'expliquer pourquoi j'ai pas du tout aimé cette caméra de recul intégrée dans l'instrumentation. C'est qu'en général, quand tu manœuvres, tu tournes le volant. Et dès que tu tournes le volant, tu ne vois plus l'écran. Notamment avec les palettes qui sont assez en aluminium, qui sont assez balèzes chez McLaren, c'est vrai que ça a tendance à masquer un peu. Mais bon, voilà, ils font ce qu'ils peuvent. Hein, mais bon, pour le coup, je l'aurais laissé dans l'écran central, tu vois, même si c'était tout petit, c'était peut-être plus utile. Dalle, hein. Mais bon. Bref. Ça progresse doucement en tout cas, tout ce qui est l'infotainment. Ouais, mais on leur demande de faire des jolies voitures efficaces, etc. Ouais. Et ça, à la limite, il n'y aurait pas de GPS, ce serait pas plus mal. Et Michel sera heureux d'apprendre, toujours pas de SUV chez McLaren. C'est vrai, toujours pas de SUV. Ni de minivan, ni un jour. Je serais pas étonné que ça arrive un jour. Tant qu'ils fabriqueront des coupés et pas seulement des cabriolets, tout va bien. C'est une réflexion que j'ai eue avec pas mal de monde. Ils vont faire une 4 places, enfin ils vont faire un truc, c'est sûr, je le sens. Oui, ils veulent pas parler. Ils travaillent sur une coque un peu différente. Ils ont un peu éludé la question, effectivement, quand on leur a posé autour de cet essai. Il avait envie d'un joker. Mais grave, c'est sûr. Il va se passer quelque chose dans les 5 ans. Il y a de la marge entre un SUV et une 4 places. Hein. Ferrari fait des 4 places, c'est pas encore des SUV. Ouais, mais Lamborghini, ils vont sortir le leur. Ouais. Donc rien ne les empêche de faire quelque chose. Franchement, rien, parce que ils ont la technologie, ils ont tout. Je suis pas inquiet. Franchement. Bon, allez, on change de sujet puisque... On revient sur Terre. Ouais, on revient sur... C'est le cas de le dire, même dans la Terre. On n'en avait pas forcément gardé un souvenir impérissable du Jeep Compass, qui était un véhicule plutôt bas de gamme, mal fini, voilà, ça s'est fait. Mais ça, c'était avant que Jeep ne fasse sa petite révolution. Alors, sans renier son ADN orienté tout-terrain, la marque a développé donc des modèles plus bourgeois, plus urbains et revient désormais sur le segment des SUV compacts avec ce nouveau Compass que nous sommes allés essayer au Portugal. Voilà, je suis avec Soufiane Benhamouda, journaliste à la revue automobile. Salut Soufiane. Salut Alex. Soufiane, on essaye le nouveau Jeep Compass. Je dis nouveau parce qu'il n'a plus rien à voir avec ce qu'était le Compass il y a quelques années. Jeep l'avait retiré du catalogue en Europe, qui était une voiture très rustique, très rugueuse, pas jolie, faut être clair, mal finie. Voilà, là on est dans quelque chose de beaucoup plus européen. Jeep a travaillé sur la base du Renegade pour construire ce SUV du segment C. Ça fait 4,37 m, donc c'est la taille d'un ATK. Par contre, la prestation est complètement différente. Autant l'ATK est un SUV un peu bourgeois, même s'il a une version 4 roues motrices. Autant là, sur ce Trailhawk, donc ce Compass en finition Trailhawk, on est vraiment, Soufiane, sur un 4x4. Oui, exactement. Dans l'esprit de Jeep. Ouais, ça reste vraiment du Jeep. De toute façon, comme tu as dit, le Trailhawk, il est préparé pour. Hein. Tu as les angles d'attaque et de fuite qui sont un peu plus relevés. Ouais, ça reste du vrai Jeep par rapport à l'ATK qui est bien plus citadin dans l'âme en fait. Voilà. Alors quand on dit vrai 4x4, c'est parce qu'on a un blocage du différentiel, on a des rapports courts, on a des programmes adaptés au terrain, donc neige, sable, rocher, etc. Donc voilà, on est vraiment sur un véhicule qui est fait pour faire, je ne vais pas dire du gros franchissement parce que c'est un petit SUV et pas un gros 4x4, mais du franchissement quand même. Et puis
On a pour le reste un véhicule qui reste malgré tout très civilisé, avec un équipement complet, somme toute relativement confortable, même si on est encore une fois sur un 4x4, mais voilà, on est sur quelque chose d'assez souple, hein. Toi tu l'as beaucoup ressenti en tant que passager, parce que j'étais un petit peu secoué notamment sur les petits chemins, mais pour le reste, qu'est-ce que tu en penses? Pour la route, c'est pareil, on est chez Jeep, quoi. Enfin, ça reste souple, mais c'est pas non plus très confortable comme pourrait l'être un ATK pour lequel il a été étudié. Bon, on peut pas tout avoir, on peut pas forcément aller s'aventurer dans des chemins rocailleux et être agréable comme une citadine sur la route. Mais c'est sûr que c'est plus européen que par le passé, oui, effectivement. Alors donc là, on l'a dit, on est sur la version très haut de gamme, enfin très haut de gamme. En tout cas, le haut du panier, on est sur la version la plus chère qui est à peu près à 42 000 €. Le Compass, il démarre à un petit peu en dessous de 24 000 € avec un moteur essence 140 chevaux. Là, on est sur un 2 litres diesel 170 chevaux, donc 4 roues motrices. Il existe en 2 roues motrices également. Donc l'offre finalement est assez large. On sait que Jeep va plutôt vendre des finitions haut de gamme, donc pour ça, au niveau de l'équipement, il y a à peu près ce qu'il faut. Enfin, on est dans le marché, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien que la concurrence ne propose pas en dehors de prestations 4x4 sur le Trailhawk. Mais pour le reste, on est dans le marché. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus, Soufiane, au niveau du style d'ailleurs? Parce que bon, on a dit qu'il était plus joli que ce qu'était l'ancien Compass. Il s'inspire du grand Cherokee. Exactement, oui. D'ailleurs, on a l'impression de voir un grand Cherokee de loin, enfin pour peu qu'on ne soit pas exercé. On a l'impression de voir un grand Cherokee. Surtout au niveau de la calandre, c'est frappant, hein, ces petits feux assez allongés. De l'arrière, je trouve moins, moins séduisant de l'arrière que de l'avant. J'aime beaucoup l'avant. Je sais pas toi ce que tu en penses. L'avant, l'arrière est beaucoup plus quelconque. Oui, c'est ça. C'est des formes arrondies, tandis que l'avant, les optiques sont assez fines. Ça a un peu plus de gueule que la partie arrière. Après, l'intérieur, bon, pareil, c'est un peu déjà vu. Ça ressemble à ce qu'on a pu voir chez FCA habituellement. Ouais. Alors, il y a je suis d'accord avec toi. Il y a juste le système multimédia qui est nouveau, parce que c'est un Uconnect, hein, mais voilà, il a des programmes spécifiques au 4x4. Il a été revu au niveau de l'interface, il est plus rapide, plus réactif aussi. Donc voilà, ça c'est plutôt un bien, parce que on va dire que il y avait un petit retard, j'ai envie de dire, sur le Uconnect par rapport à certains systèmes concurrents. Il y a aussi un point sur lequel on voit qu'on est quand même dans un 4x4 à l'esprit américain. C'est que certes, il y a beaucoup de progrès qui sont faits sur les finitions et les assemblages, mais il y a encore beaucoup de plastique, et puis tout n'est pas forcément, on va dire, scellé dans le roc, hein. Oui. Le tunnel central, si on donne un petit coup de genou dedans, il va bouger légèrement. Voilà, ça reste on va dire une prestation milieu de gamme. On n'est pas dans du premium. Oui, alors effectivement, c'est sûr qu'on n'est pas dans le premium. Il y a pas mal de plastique qui sonne creux, hein, notamment dans la partie basse, tout ce qui est vide-poche, la boîte à gants, dès qu'on met des objets, voilà, on a affaire à des plastiques durs. C'est américain, hein, c'est un peu rustique dans l'âme, même comme tu l'as dit, il y a des progrès qui sont faits. Bon, après, on n'est pas non plus sur des tarifs premium, donc finalement c'est assez raccord. À bord, il y a de la place, même si c'est pareil, on est dans un segment C, donc c'est pas le véhicule dans lequel on aura le plus de place, mais le coffre, globalement, on arrive à un peu plus de 450 litres une fois qu'on a rabattu tous les niveaux. À l'arrière, on a un peu de place entre les sièges, hein, globalement. Voilà, toi, pour tout rien vous cacher, on a nos valises qui sont entre les sièges derrière et elles tiennent, hein. Donc au final, si tu devais toi acheter un SUV un peu franchisseur, est-ce que tu le mettrais sur ta liste, ce Compass? Oui, clairement, oui. J'étudierais l'offre, et je pense qu'il serait quand même en haut de la liste. En haut de la liste? Ouais, parmi les premiers, s'il me fallait un véhicule polyvalent à tout faire, je pense qu'il serait en haut de la liste. Merci Soufiane. Je t'en prie Alexandre.
Allez, avant de parler quelques secondes de Jeep et du Compass, juste, je vous invite à aller voir le site de Soufiane. Vous le trouvez sur Instagram, etc. Ça s'appelle La tête dans le cul. C'est un illustrateur, un très bon illustrateur, un photographe, Soufiane. Et ce qu'il fait, c'est assez extraordinaire. On l'a pas à l'image, je suis désolé, mais allez le voir. On le fera venir dans l'émission parce que je voudrais qu'il nous parle de ce projet-là. C'est vachement bien. C'est top. Voilà. Donc, on reste sans voix. Hein, on reste sans voix. Voilà. Je disais, Michel, non d'ailleurs je le disais pas, mais je vais le dire, que Jeep en ce moment c'est la pépite du groupe Fiat. Hein, ça attire des convoitises. Ah, ça attire des convoitises, mais pas en Europe. Ça attire des convoitises chinoises parce que Jeep est très très rentable, mais surtout aux États-Unis, en Asie. En Europe, Jeep a un problème de positionnement, a un souci, un pied dans le 4x4, un pied sur la route, et c'est compliqué pour eux. En plus, il y a cette finition quand même qui reste à l'américaine. Dans des pays où on cherche du plastique moussé, où on cherche de la qualité de finition de matériaux et d'assemblage, Jeep a un vrai problème. Avec Renegade, ça marche bien, ça se vend bien. C'est plus compliqué pour Cherokee, Grand Cherokee, qui eux se veulent du coup premium, alors que ils ne le sont pas exactement non plus dans leur assemblage. Ouais, sur le Grand Cherokee, je ne suis pas aussi sévère que toi. Autant sur le Cherokee, on peut discuter. Mais non, mais je ne suis pas sévère. Je suis sévère avec les ventes qu'ils ne font malheureusement pas sur ces modèles-là. Ouais. Et le problème de Compass, c'est que là, du coup, on est plus premium, on est un peu moins bien, on voudrait être polyvalent. Il se trouve que quand on veut faire du vrai 4x4 et à la fois du vrai routier qui tient la route et qui tient l'off-road, il faut s'appeler Land Rover et vendre des voitures à 100 000 euros. Et là, ça fonctionne très bien. À ce niveau de gamme, c'est très compliqué d'être optimal sur les deux, sur la route et en off-road. Donc, la complication de Jeep. Et je voudrais rajouter qu'il y a un problème fondamental de design chez Jeep. Il nous reste une minute. Parce qu'ils ont leur ADN, c'est-à-dire les barres à l'avant et les passages de roues carrées, ce qui ne va pas du tout avec un SUV un peu arrondi. Ça, c'est ce que j'en pensais. Nico, en 10 secondes. Le précédent Compass, j'aimais pas trop. Je trouvais ça assez moche. Je suis désolé. Celui-là, il est un peu mieux. Je suis pas dingue non plus, quoi. Voilà, je suis désolé. Hein. Je suis pas. Après Jeep, c'est vrai qu'il y a un problème de positionnement réel. Hein. On peut pas développer, mais voilà, c'est un petit peu compliqué ce qu'ils vivent en ce moment en Europe, quoi. Moi, je le trouve honnêtement pas vilain. Je pense qu'il va se vendre. Je peux me tromper, mais je pense qu'il va pas trop mal se vendre. Souhaitons-leur, oui. Souhaitons-leur, ce sera donc le mot de la fin. Il me reste à vous remercier, Nico et Michel, de nous avoir suivis. Merci également à Benjamin à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine à 21h le mercredi pour une nouvelle émission. N'oubliez pas les rediffs, le replay, parlez-en à vos amis. Salut à tous.